qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans la lutte la première fois? Ah, mais ça, c'est très ancien. C'est en février 1944. Je l'ai raconté dans différents textes. L'armée française venait de fusiller 25 jeunes Marocains à Témara, près de Rabat, où il y avait une caserne de l'armée française. Mi-janvier, il y avait eu le manifeste pour l'indépendance. 10 jours après, les autorités du protectorat français ont arrêté les dirigeants du mouvement national. Il y a eu une réaction immédiate, notamment à Rabat et Salé. Et des centaines de ces jeunes ont été arrêtés. Et plusieurs dizaines d'entre eux ont été condamnés à mort sur le champ par le tribunal militaire français et fusillés. Et c'est ce qui m'a amené à m'engager. Bien sûr, les idées étaient déjà mûres pour cela, mais l'acte décisif qui a entraîné mon engagement, c'est celui-là. Tu as milité, tu t'es battu tu as été dans la clandestinité, tu as été torturé, tu as été en prison, tu as posé ta vie aussi, à savoir, bon, tu aurais pu y rester. Quand je voyais ces images, je me disais, et quand je voyais ces gens avec cette énergie, cet enthousiasme, ce courage, je me disais, voilà pourquoi mon père s'est battu. Je peux dire que ma vie de lutte a été partagée en deux phases importantes. Cette lutte pour l'indépendance, les idées pendant quelques années après l'indépendance où l'on pouvait construire le pays, puis après, à partir du milieu des années 60, la réalité qui pesait sur nous, que nous étions dans une tyrannie et qu'il fallait se lever contre elle, mais déjà les exemples des premiers qui s'étaient levés contre elle montraient qu'on risquait sa vie, mais qu'il fallait risquer sa vie. Et puis voilà, le résultat, à travers tant de martyrs, tant de souffrances, c'est quand même ces jeunes qui se lèvent dans le pays, cette percée démocratique qui se fait, cet espace de liberté qui se conquiert, et cette lutte commune avec les peuples d'Europe. Ça aussi, c'est très important. Papa, il y a 15 jours, on a déjeuné ensemble avec Robert, qui est derrière la caméra, et ce jour-là, on attendait que ton recours à la Cour suprême donne le plus naturellement du monde, mette une croix sur cette ignominie qu'est ton bannissement, qu'est le fait que tu sois exilé ici depuis 7 ans. Aujourd'hui, jeudi dernier, nous sommes le 1er juillet 1998, jeudi dernier, la Cour suprême s'est réunie. On n'en a pas parlé de vive voix. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le procureur, on les connaît ces procureurs, on les connaît, tu vois, qui dit quoi? Qui dit qui réitère et qui signe. Abraham Serfati mérite son exil. Alors? Oui, c'est le procureur, la bataille n'est pas finie. Mais c'est bien ce que je dis. Nous ne sommes pas encore en démocratie, mais nous pouvons gagner la démocratie. Bon. Mais effectivement, nous avons encore à nous battre. J'espère que tu vas rentrer dans les jours, les semaines qui viennent en tout cas au Maroc. J'espère, et qu'on va rentrer ensemble. Il aura fallu 25 ans. Est-ce qu'il faudra, à ce mouvement des chômeurs en Europe, est-ce qu'il faudra 25 ans pour qu'on ait du travail? Est-ce qu'il faudra 25 ans pour que les gens puissent vivre et avoir droit pas un minimum, à une vie décente? On était 10 personnes en train de marcher à travers l'Angleterre, jusqu'à Londres, puis jusqu'à Amsterdam. On a encore marché à travers la Hollande, en train de se dire on est 10 personnes en train de marcher. Est-ce qu'on peut ébranler un système, on peut ébranler le système capitaliste en marchant? Et je me disais, ça me donnait du courage. Il y a des gens qui sont en train de marcher de 13 ou de 14 autres pays. Est-ce qu'il faudra 30 ans?
Oui, c'est le problème pas seulement du chômage, c'est le problème du système capitaliste. Bon, je situe tout de suite la différence. Au Maroc, ce n'est pas le problème du système capitaliste. C'est le problème d'une démocratie moderne, même analogue, et on serait bien content de l'avoir, aux démocraties qu'il y a en Europe occidentale, y compris des monarchies démocratiques que nous avons, avec leur tard, c'est-à-dire encore ces formes de chômage et de misère, mais pas sous la forme aiguë que nous connaissons au Maroc. Cela dit, pour l'Europe, évidemment, les batailles actuelles peuvent permettre aux chômeurs et aux forces sociales de progrès, y compris celles qui sont dans les gouvernements de gauche en Europe, d'œuvrer pour diminuer le chômage, peut-être pas sûrement pas pour l'éradiquer complètement, parce que ça, il faut la fin du système capitaliste, mais tout au moins le diminuer d'une façon sensible, de façon qu'il ne soit pas le drame que nous connaissons maintenant avec des dizaines de millions de chômeurs dans l'Union européenne. Bon. Cela dit, l'éradication complète du chômage implique l'éradication du capitalisme et implique que chacun non seulement puisse avoir un travail, puisse, quand il veut, se payer le cinéma, mais puisse, plus fondamentalement que ça, plus que manger. La caractéristique de l'être humain par rapport à l'animal, c'est sa capacité créatrice. Et même l'ouvrier qui a un travail aujourd'hui dans l'usine moderne est une machine, est le servant d'une machine, ne crée pas. Alors que le monde moderne devrait être un monde de créateurs. Et là, il faut des bouleversements sociaux et des structures sociales fondamentaux qui pourront peut-être, l'Europe et sans doute dans le monde moderne aujourd'hui, l'ensemble, le bloc capitaliste le plus avancé culturellement et socialement, et pourrait donc être la plus proche d'un jour réaliser, non pas le socialisme qu'on a connu, mais le véritable socialisme. Mais il faudra encore du temps. Personne ne peut le chiffrer aujourd'hui, mais certainement pas quelques années. Qu'est-ce que c'est 30 ans dans l'histoire de l'humanité? Rien. Mais qu'est-ce que c'est 30 ans dans l'histoire d'une vie? Énorme. Est-ce qu'il faudra 30 ans Je n'en sais rien, mais ce que je dis, c'est la leçon que j'ai apprise dans ma vie. Le temps de l'histoire n'est pas celui d'un individu. C'est dommage, l'individu voudrait que le paradis se réalise dans sa vie. C'est pas possible. Le temps de l'histoire est toujours plus long. Et là, je sens que vous parlez vraiment des choses. Oui. Là, on sent quelque chose qui passe entre vous et qui se communique fort. Tu vois. Bon, mais je crois qu'on a dit pas mal de choses. Hein. Oui, c'est bien qu'on ait pris cette piste-là. Parce qu'il y a plein de choses. Et puis aussi, par rapport à l'Europe et le reste. Tu vois. Moi, je crois que c'est bien ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez continuer. Je n'ai pas voulu couper, mais je me m'introduis dans la conversation. C'est bien. En arabe, on dit marhaba. Bienvenue. Oui, mais j'étais là depuis le début, donc tu vois. Je crois qu'on pourrait marquer une pause quand même. Oui, on peut marquer une pause. Oui. Mais en disant que je suis content d'être avec vous maintenant. Cette jeune-là qu'on a vue qui buvait son café, c'est l'exemple d'une jeune militant à venir. Elle est absolument allumée. Chose qui passe directement de ses tripes à sa voix et tout. Elle est vraiment très très bien. Comme celle-là d'ailleurs. Elle est formidable. Oui, elle est bien celle-là. Elle se dit toujours qu'elle est pas, par exemple, elle dit, elle n'est pas politicien, que tout vient directement de, elle dit un feeling person, tout vient de son cœur. Elle n'aurait jamais entamé ça si son mari n'était pas viré avec tous les autres dans cette grève. Et puis à ce moment-là, elle émerge comme un militant pour défendre leur vie. Dans cette histoire, on a tous que notre intégrité à défendre. Et pour certains, cette intégrité veut qu'on va les envoyer en prison s'ils font quelque chose ou s'ils disent quelque chose.
où là, ils vont être envoyés dans la roue s'ils n'acceptent pas les conditions de l'entreprise. Mais moi, mon intégrité, ça joue sur autre chose. Ça joue sur une idée de justesse entre ce que je fais et ce que je pense. Ça, c'est un peu mon petit boulot. Donc, je n'appelle pas ça une lutte politique. C'est très... L'échelle est très petite. Quelque part, si on est impeccable, si on est correct, si on est juste, ça se passe. Ça se passe devant un tribunal, ça se passe dans une prison, ça se passe par une image. Donc, le cinéma, c'est juste une autre manière de parler. Donc, si on a quelque chose à dire, ça a le même poids que des mots, c'est pas vraiment plus que ça. C'est-à-dire, on parle toujours d'un médium de masse ou quelque chose comme ça, mais par exemple, pour le type de cinéma que je fais, c'est plutôt lié à l'histoire des livres, par exemple, ou des magazines, ou des journaux. C'est-à-dire, c'est pas Titanic, c'est pas cet ordre de communication officielle, donc c'est juste passer un mot. Je dis, moi, que ce qui nous motive en profondeur, et là nous revenons aux marches, ce n'est jamais vraiment les héros, c'est l'énergie formidable qui émane du peuple, des gens simples, des humbles gens ou des opprimés en général. Comme ceux qui ont marché en Angleterre, en Europe, vers Amsterdam l'an dernier, en marquant une énergie formidable. Et là, je voudrais raconter quelque chose qui a marqué toute ma vie. Et je dis ça surtout quand on est, toi comme moi, issu d'un milieu aisé, peut-être pas bourgeois, mais aisé, qui pouvions vivre en quelque sorte en dehors de cette misère populaire profonde. Un garçon ou une fille qui ont grandi dans ce milieu ont des motivations organiques qui n'ont pas besoin d'explication. En revanche, pour nous, quand on a gardé une certaine santé personnelle, au sens spirituel du terme, ce qui marque notre vie, c'est justement cette énergie qui émane de ces gens du peuple. Et à cet égard, je voudrais dire quelque chose qui a marqué toute ma vie depuis l'âge de 18 ans. Quand j'ai commencé à militer dans les jeunesses communistes, j'ai rappelé la raison immédiate qui m'a amené à m'engager. Mais quand j'ai commencé à militer au Maroc, nous habitions proche d'un quartier populaire européen, plus exactement espagnol, puisqu'à l'époque, le monde européen était divisé en castes. Il y avait au-dessus les Anglais et les Américains, mais qui étaient peu nombreux. Et il y avait les Français, et en dessous des Français, il y avait les Espagnols, il y avait les Italiens d'abord, puis les Espagnols et les Portugais, et en dessous de tout ça, il y avait les Juifs marocains, les Juifs en général, et au dernier rang de la classification, les musulmans, bon, qu'on appelait les Arabes. Bon. Donc, nous étions proches de ce quartier espagnol, et heureusement, j'ai donc commencé à militer là-bas avec des tas de jeunes espagnols, fils de combattants de la guerre civile, qui ont été mes maîtres, mes premiers maîtres, et je m'en félicite. Mais très vite, je leur ai dit, il y avait un quartier populaire musulman, marocain à côté, très misérable. Eux voulaient militer dans ce quartier, mais ils ne savaient pas comment. Je leur ai dit, mais il faut commencer par apprendre à ces gens à lire, à écrire. Et quelqu'un, un militant adulte qui possédait un petit local, grand comme un garage, nous l'a prêté. On y installait des bancs et un tableau. Et on a commencé le soir des cours d'alphabétisation gratuits pour ceux qui voulaient. Instantanément, la salle s'est remplie à telle enseigne que les bancs étaient très insuffisants et plus de la moitié des gens qui assistaient, c'était un soir sur deux je crois, à ces cours, étaient debout. Et je me rappelle toujours l'image d'un vieillard qui devait avoir peut-être 50-60 ans, en djellaba déchiré, il était très pauvre, qui venait avec un petit bout de papier et un petit crayon, et il collait le papier sur le mur, et debout,
il écrivait le cours que nous faisions le soir dans ces séances d'alphabétisation. Voir un vieillard misérable avoir ce besoin d'apprendre au-delà même de tout intéressement matériel pour sortir de l'obscurité où il était, c'est quelque chose qui a marqué toute ma vie. Et dans les moments les plus noirs de ma vie, au Dermont-les-Schrif, dans l'isolement, c'est cette image de ce vieillard que j'avais devant moi pour montrer, m'insuffler l'énergie qu'il fallait pour continuer le combat.